Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un vlog lecture que je vous ai déjà annoncé dans ma vidéo sur toutes les LC passées et à venir. Je vous la remettrai dans le petit si vous ne l'avez pas encore vu, mais en gros je vous disais que j'avais envoyé à Lucie Lavinia dans l'ancienne édition de La Talente et que comme ils allaient le rééditer la mi-avril, je crois que c'est le 13 avril qu'il sort, j'ai demandé s'ils voulaient bien m'envoyer un service presse de cette parution et ils ont été assez gentils pour bien vouloir me l'envoyer en e-book. Donc je me suis munie de ma petite liseuse que je ne sors pas assez ces derniers temps, donc c'était l'occasion de renouer un petit peu avec ce format et du coup on s'est dit qu'avec Lucie on allait se faire une lecture commune et vous la vloguer pour la sortir juste avant la réédition du coup de Lavinia pour vous dire un petit peu ce qu'on en pensait toutes les deux et on va essayer de faire un truc un petit peu commun à la fin. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se goupille, mais du coup je voulais ouvrir ce vlog puisque on vient à l'instant de terminer de lire les 3 premières parties. Alors c'est pas vraiment des chapitres, il n'y a pas vraiment de chapitrage dans cette lecture, mais il y a des petites parties qui sont séparées à chaque fois par un espèce de dessin et du coup on a lu les 3 premières. Donc je voulais introduire ce vlog et commencer à vous faire un premier retour sur vraiment les prémices parce qu'on n'a pas non plus énormément avancé, mais du coup dans Lavinia on va suivre le personnage de Lavinia que personnellement je ne connaissais pas franchement. Alors je sais que Lucie en a davantage entendu parler que moi, a priori voilà, elle a été surtout décrite par Virgile dans l'Énéide comme du coup la femme d'Énée et a priori elle aurait déclenché une guerre, c'est en tout cas ce qui est dit dans le résumé et ce qui est dit là un petit peu dans les prémices également. Elle aurait déclenché une guerre faute de vouloir se donner à un homme qui la désirait, c'est comme ça qu'elle le nomme en tout cas. C'est vraiment pour l'instant extrêmement cool, c'est extrêmement bien écrit, vraiment je suis surliseuse mais j'ai envie de surligner toutes les phrases tellement c'est bien dit, tellement c'est bien écrit. Il y a des métaphores, il y a énormément de figures de style qui rendent le style extrêmement riche et très agréable. Ça se lit bien, c'est pas trop empoulé, c'est pas trop dur, c'est pas trop dense malgré tout, donc ça se lit très bien et globalement c'est très agréable. On a eu donc une première partie introductive où en gros elle avait 19 ans et elle se rendait sur le bord d'une rivière pour récupérer du sel et elle voit des navires de guerre passer, un petit peu intriguant. Et puis ensuite on fait je pense un très gros bond en avant et en gros c'est la Lavinia du futur, presque de notre époque on pourrait dire, qui s'adresse à nous et qui prend un petit peu le recul sur les écrits de Virgile et sur ce que ça laisse d'elle en termes de postérité et sur le fait qu'elle aimerait bien l'étoffer un petit peu plus cette postérité et donc donner sa version des faits. Donc c'est ce qu'on va suivre. En ça je trouve que ça ressemble un petit peu à l'Odyssée de Pénélope dont je vous ai parlé très récemment, parce que sur le début c'est un petit peu la même construction de Pénélope qui est aux enfers et qui va raconter sa version des faits avec le recul qu'elle peut avoir des années plus tard dans un côté un petit peu moderne. Là ça a l'air un petit peu moins moderne, mais on a quand même ce côté de Lavinia aux enfers, ou en tout cas morte, qui va revenir sur son passé et sur le manque d'informations qu'on a dans le récit qui lui est plus ou moins consacré. Donc voilà, je trouvais que le parallèle était assez intéressant et pour l'instant ça a l'air extrêmement chouette. Le chapitre juste après, le 3e, on commence un peu plus à rentrer dans le vif du sujet avec notamment son enfance et le décès de ses 2 frères plus jeunes et le fait que sa mère ne l'ait pas extrêmement bien supporté et que globalement elle s'en soit pris à Lavinia par la suite. Donc on n'est pas sur une enfance extrêmement heureuse, mais c'est un petit peu le postulat de base de toutes les nanas dans les mythes grecs, j'ai l'impression, parce que ce soit Circé, Pénélope, Ariane ou tout ce que vous voulez, c'est pas fun d'être une jeune femme dans la mythologie grecque, donc c'est encore le cas pour Lavinia. Et voilà, on a très hâte toutes les deux avec Lucie de poursuivre, mais là il va être 18h donc il va falloir que on s'attelle aux tâches de fin de journée respectives, mais on reprendra ce soir tranquillement et je vous ferai une update ce soir ou demain pour vous dire un petit peu comment on va avancer. Je vais essayer de pas trop vous spoiler, là je vous explique un petit peu tout ce qui se passait dans les premières parties parce que littéralement ça représente 10 ou 15 pages en e-book, donc c'est très rapide, on n'a pas lu grand chose, mais au fur et à mesure je vais vous en dire un petit peu moins pour que vous ayez quand même envie de découvrir le bouquin. C'est un petit peu le but, mais pour l'instant ça a l'air extrêmement prometteur et je vous en reparle tout à l'heure.
reprends mardi en fin d'après-midi avec une lumière qui est plutôt très sympa ma foi. On a beaucoup avancé avec Lucie sur Lavinia, puisque la dernière fois que je vous en ai parlé, je crois qu'on était à une quinzaine de pages sur l'e-book, et là je crois qu'on est 100 pages plus tard ou quasiment. Donc il s'est passé énormément de choses. C'est plutôt pas mal parce que comme ça je n'ai pas la tentation de vous résumer des trucs et de vous spoiler plus que ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? La dernière fois je vous disais qu'on suivait Lavinia, que dans les 3 premiers chapitres c'était assez introductif et que la temporalité n'était pas forcément très nette. Là en fait on a refait une boucle, c'est-à-dire que dans le premier chapitre elle avait 19 ans, elle allait chercher du sel, etc. Après on était plus dans son enfance et sa relation avec sa mère, et là donc on a avancé. Et en fait ça a rejoint le premier chapitre et le moment où elle voit les bateaux de guerre, et ensuite ça continue un petit peu plus loin. Et alors moi j'étais plus très claire sur Lavinia, à part que c'était dans les Énéides, Virgile, etc. Là ça a recadré un petit peu tout le contexte. Il se trouve que Énée était le neveu du roi de Troie, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, et que bien évidemment quand Troie a été envahi par les Grecs, ils ont fui avec sa famille, son fils, etc. Sa femme est malheureusement décédée, et du coup ils ont un petit peu erré comme des âmes en peine pendant 7 ans je crois, et sont arrivés sur le rivage du Latinus, donc là où habite Lavinia et ses parents. Et Lavinia était en passe d'être promise à qui voulait bien, ou qui elle voulait bien, puisque son père est assez cool à ce niveau-là, et elle n'était pas transcendée globalement par le choix des prétendants, et par un concours de circonstances, elle s'est dit qu'elle allait attendre l'étranger qu'on lui avait promis, qui se trouve être Énée et qui est en train d'arriver. Sauf que bien évidemment un étranger qui arrive et qui se retrouve à pouvoir clamer la plus belle, ou en tout cas la plus convoitée des nanas du coin, ça passe pas hyper bien. Et là où on s'est arrêté, c'est un petit peu en train de partir en sucette. Alors je sais pas si c'est un spoil ou si c'est pas un spoil, parce que globalement Lavinia c'est une réécriture de Virgile, donc c'est un mythe que peut-être vous connaissez déjà. Moi je savais que ça allait partir en sucette et qu'il y allait avoir une guerre, hein. C'est un petit peu le plot de base, c'est annoncé, c'est dans les premières lignes de la 4e de couverture, où elle dit qu'en gros elle a déclenché une guerre en se refusant à un homme et en voulant en épouser un autre. C'est globalement juste là où on en est, puisque elle s'est refusée au cousin, je crois, de sa mère, qui a d'ailleurs une relation extrêmement bizarre avec lui, et qui du coup n'est pas du tout content de ça, et qui donc essaye de monter tout le monde pour se rebeller, faire une espèce de guerre civile, et contre les Troyens qu'il voit comme des envahisseurs, etc. Donc c'est un joyeux bazar, et c'est extrêmement intéressant. J'aime vraiment beaucoup la narration et comment c'est fait. L'ambiance est absolument incroyable. Déjà il y a énormément de détails historiques et sur les cultes, etc. et sur la mythologie romaine notamment. Je me suis rendu compte, j'ai eu une illumination absolument incroyable à la lecture de ce bouquin, que mars, le mois de mars venait du dieu Mars, donc le dieu de la guerre romain, puisque tout simplement le mois de mars c'est le printemps, c'est le moment où les températures et le temps font que c'est un petit peu plus simple de faire la guerre, et donc c'est le moment où les hommes s'en allaient guerroyer globalement. Voilà, chose que je n'avais absolument jamais réalisée. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais voilà, ça m'a fait l'effet d'une illumination assez incroyable globalement, et il y a plein de trucs que j'ai appris dans ce bouquin qui est absolument passionnant. L'écriture est toujours aussi agréable, et franchement j'ai vu, Lucie m'a envoyé des photos de son bouquin qui est bourré de post-it. Si je l'avais en physique, honnêtement je pense que le mien le serait aussi, parce qu'il y a des tournures de phrases et il y a des descriptions qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le lire juste pour ça, ça vaut franchement le coup, et même pour tout le reste, hein. Franchement pour l'instant c'est vraiment extrêmement plaisant. Comme je le disais, l'ambiance est absolument folle, au-delà de ces côtés antiquité qui sont extrêmement bien décrits, extrêmement intéressants. Il y a eu un passage d'une espèce de fête païenne fomentée par la mère de Lavinia dans un contexte pas très sain,
qui était mais anxiogène au possible et qui était extrêmement bien rendu, et vraiment j'ai passé le chapitre dans un état de malaise qui était voulu mais qui était extrêmement bien fait. Donc voilà, globalement, pour l'instant, c'est une excellente lecture, c'est intéressant, c'est bien fait, c'est intelligent. Le personnage de Lavinia essaye de se rebeller comme elle peut, parce que à cette époque-là, et dans le rôle qu'elle avait, c'est pas forcément extrêmement facile. Elle a une relation avec son père que je trouve à ce niveau plutôt très cool pour l'époque, et qui aide pas mal du coup. Mais voilà, donc globalement, c'est pour l'instant une excellente lecture. Il y a des côtés extrêmement moderne, avec notamment cette question des étrangers qui débarquent et qui se font traiter d'étrangers et gentiment sommés, gentiment pas franchement, de rentrer chez eux. C'est marrant parce que 2000 ans plus tard, on est toujours sur les mêmes problématiques et ça n'a absolument pas changé. D'ailleurs, ça m'a fait bien marrer parce qu'ils leur disent de rentrer chez eux et ils brûlent leur bateau, ce qui est une réaction tout à fait logique, vous en conviendrez. De la même façon qu'à l'heure actuelle, ils attendent qu'ils aient tous les tenants et les aboutissants de leur culture, etc. Bref, globalement, on se rend bien compte que la guerre, c'est une histoire d'hommes et de concours, de qui pisse le plus loin, et pour des questions qui sont totalement absurdes, et que un petit peu de communication apaisée pourrait régler, probablement sans trop de difficultés, s'ils n'avaient pas tous des égos surdimensionnés. Bref, toujours est-il que je passe un excellent moment, je crois que Lucie également, et j'ai très hâte qu'on continue, mais vraiment on a bien avancé, parce que là globalement on en est à la moitié, sachant qu'on est, comme je le disais, mardi en fin d'après-midi, et qu'on compte bien poursuivre ce soir. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles ce soir ou demain en fonction de ce qui m'est possible de filmer, mais pour l'instant c'est formidable et j'ai très hâte de lire la suite. Je vous reprends mercredi, fin d'après-midi, fin de journée. Je me suis préparée pour filmer 2 petites vidéos, donc j'en profite pour vous faire un petit point dans tous les vlogs que j'ai en cours, sans trop me mélanger, je l'espère. Je vous reprends en l'occurrence pour vous parler donc de Lavinia, qu'on avance tranquillement avec Lucie. Je dis tranquillement, mais en vrai je pense qu'il doit nous rester 80 pages sur le e-book, donc probablement il sera fini soit ce soir, soit demain matin, en fonction de l'heure à laquelle finit le live Explora Livre de ce soir. Je ne vous l'annonce plus parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il sera passé depuis longtemps, mais on va parler de Legend and Lattes, qui est l'Explora Livre du mois de mars en VO, qui était très cool. Bref, toujours est-il que ce matin, on a un petit peu avancé Lavinia du coup, et que on aime toujours autant notre lecture toutes les deux. Je vous disais hier qu'il y avait vraiment une ambiance très marquée et un ancrage important dans le côté historique de la chose, et qui était vraiment très bien développé, et c'est toujours le cas. Typiquement, on en a rediscuté avec Lucie, mais au niveau des rituels religieux de cette période, de cette antiquité romaine, enfin pré-romaine du coup, vous l'aurez compris, et ben c'est hyper bien développé, et c'est hyper intéressant parce que c'est des choses dont finalement on parle pas trop dans les autres livres que j'ai pu lire, dans les autres objets culturels que j'ai pu découvrir à propos de cette époque, donc c'est hyper intéressant. J'aime toujours autant le personnage de Lavinia, que je trouve à la fois hyper cohérente avec son époque, parce qu'elle a le rôle de la femme de l'époque qui n'est pas extrêmement libérée, mais d'un autre côté on sent qu'elle a du caractère et qu'elle essaye de s'imposer de la manière dont elle peut s'imposer, et avec le peu de marge de manœuvre qu'on lui laisse, notamment par rapport à son père, et c'est un peu là qu'elle peut jouer finalement. Et ouais, c'est un personnage que je trouve très intéressant et très bien construit à ce niveau-là, donc c'est un plaisir de la suivre. Le style d'écriture est toujours formidable, vraiment. Il y a encore une fois des passages que j'avais envie de surligner. Il y a un petit peu d'humour en plus à certains moments, notamment avec le personnage d'Aîné, donc qui est le deuxième protagoniste, si on veut, de ce récit, même s'il est beaucoup plus en retrait. On le voit un petit peu plus
par petites touches dans certains passages un petit peu plus dans le futur. C'est un personnage que j'apprécie pas mal et qui change un petit peu de tous les hommes de ce récit qui sinon ne sont pas forcément extrêmement sympathiques, notamment Turnus que on adore détester avec Lucie et qu'on a traité je pense d'à peu près tous les noms possibles et imaginables, mais en même temps il le mérite. Donc il nous reste 80 pages, le gros de l'histoire de la guerre etc est en train gentiment de se tasser. Donc je sais pas trop ce que ça va être dans les suites. Est-ce qu'on va partir sur du coup vraiment la création de Lavinium et du coup de ce mythe initiatique de Rome, etc. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je vous referai un retour probablement demain parce que comme avec le live on va finir un peu tard. Je vous reprendrai pas ce soir, ça c'est quasi sûr, mais je vous referai un retour et puis on vous fera de toute façon un retour conjoint avec Lucie pour vous donner notre avis partagé et final. En tout cas pour l'instant et comme hier, c'est une excellente lecture. Je vous reprends jeudi 6 avril en fin d'après-midi pour vous faire un petit point dans ce qui sera probablement le dernier jour de ce vlog puisque je pense qu'on va réussir à finir Lavinia aujourd'hui, ce soir. On a encore bien avancé, globalement je pense qu'il doit nous rester 1 heure de lecture. Sur ma liseuse ça doit être quelque chose comme 40-50 pages, donc ça devrait se faire tranquillement. Donc on a bien avancé et je pense qu'on est toutes les deux d'accord avec Lucie pour dire que c'est toujours une excellente lecture. Très honnêtement, je suis assez étonnée. Alors pas que ce soit une excellente lecture parce que je m'y attendais, mais de m'être autant attachée au personnage parce que j'avais un petit peu en tête que ça allait être peut-être un petit peu classique et que si j'allais apprécier le style, si j'allais apprécier l'histoire, etc. Peut-être que les personnages allaient pas autant me transporter que certains récits plus modernes. Et je me suis surprise moi-même à vraiment m'attacher énormément à pas mal de personnages. Le personnage de Lavinia dont je vous ai déjà parlé, que j'apprécie particulièrement, mais également le personnage d'Énée que je trouve vraiment très intéressant et qui change de plein de héros grecs et romains qui sont pas toujours extrêmement intelligents, en tout cas pas le couteau le plus affûté du tiroir si vous voulez. Voilà, là c'est vraiment un guerrier, mais un guerrier qui réfléchit, un guerrier qui pense et qui n'est pas là que pour faire la guerre et c'est extrêmement appréciable et j'ai vraiment adoré leur relation et tout ce qu'on en voit, ce qui ne rend le livre que plus déchirant parce que de toute façon dès le départ on sait comment ça va finir et comme tous les mythes grecs, romains, ce que vous voulez, ça ne finit bien évidemment pas bien. Alors on n'en est pas tout à fait à la fin mais ça a pas l'air d'être la grosse rigolade. Globalement je vous avais dit qu'on était dans une période un petit peu de guerre et que c'était un petit peu le bazar quoi. Et là on a eu une période de tranquillité, de paix un petit peu plus marquée qui était hyper intéressante en termes de politique, en termes de rites, encore une fois en termes de culture, en termes de société. Vraiment c'est hyper riche et passionnant à lire et j'aurais adoré que tout le livre soit comme ça. Malheureusement ça n'a pas été le cas, bref, et on s'en est suivi un certain nombre de choses qui étaient plus ou moins attendues. On a une très grosse portée du symbolique dans ce livre mais qui va encore une fois très bien avec la tradition classique de la mythologie et vraiment alors il se passe quelque chose que je ne pourrais pas vous expliciter plus au risque de vous spoiler salement, mais qui résonne énormément par rapport à une chose qui s'est passée un petit peu plus tôt dans le récit, et vraiment c'est deux actions qui sont à mettre en parallèle, en miroir, et qui je trouve n'en prennent que plus d'importance, n'en ont que plus d'impact, donc c'est extrêmement bien réussi en ce sens pour moi. Je trouve que ce livre est passionnant, hyper intéressant, hyper bien écrit, que les personnages sont formidables à suivre, particulièrement le personnage de Lavinia, comme je le répète depuis maintenant quelques temps. Et autre point que je souhaite souligner parce que je trouve ça intéressant, ça discute pas mal de la place des femmes dans la société latine que connaît Lavinia par rapport à la société grecque dont vient Énée, etc. Et au fait que, a priori, les latins sont quand même un petit peu moins misogynes que leurs camarades grecs, puisqu'ils laissent une place un petit peu plus importante aux femmes, notamment dans les discussions, notamment dans les fêtes, dans les repas, etc. Et je trouve ça encore une fois
absolument passionnant. C'est une notion que je n'avais pas forcément précisément, et c'était très très cool d'avoir ce rapport-là. On sait hein, que la mythologie grecque est extrêmement misogyne. Au niveau latin, j'avais pas énormément de connaissances, mais du coup c'est cool d'en apprendre un petit peu plus à ce niveau-là. On va, je pense, aller continuer tranquillement notre lecture avec Lucie et probablement finir ce livre. Et puis on vous en reparlera du coup toutes les deux juste après, je pense. Tout va bien, nous pouvons démarrer. Est-ce qu'on résume le truc avec le recul qu'on a Non, parce que moi j'ai fait un résumé un peu pété au début, mais quand j'avais lu genre trois Ouais, moi chapitres. aussi. On peut, ouais. Ouais, on peut peut-être faire un résumé, même si en vrai, enfin, en fait, ça peut pas être spoilant. Enfin, je veux dire, Bah, c'est pas. c'est compliqué parce qu'en fait, bah, c'est comme tous les trucs grecs en fait. Tu sais dès le départ comment ça va finir. On te le Bah oui, dit, c'est t'as ça. la prophétie, puis tu fais ok, très bien, et l'intérêt c'est comment ça se goupille finalement. C'est ça. Donc, il n'y a pas trop de spoil sur l'histoire, déjà. Et puis oui, après moi je connaissais le nom, mais je connaissais pas l'histoire en tant que telle, mais en fait je pense que c'est un peu dans les cultures de tout le monde, même si tu t'as pas forcément nominativement, mais enfin, c'est des grandes histoires qui circulent un peu quoi. Oui. Bon, alors, qui se lance pour faire un. Un résumé, Tu sais que j'essaye. vas-y. Tu remarqueras que c'est jamais moi qui le fais, le résumé. Ben voilà, oui c'est... En live, je me dédouane toujours du résumé. Donc, moi, j'ai la très belle édition que Pénélope présente m'a offerte de chez La Talente. Et donc, dans Lavinia, on suit le personnage de Lavinia qui vit au Latium. Donc, le Latium, c'est bah, l'Italie antique, puisque là, ça se situe plus ou moins à l'époque de Troie, donc c'est moins 13e siècle avant Jésus-Christ. Donc, elle est princesse, elle vit avec son père qui est roi et sa mère qui est reine. Toujours les évidences. Donc, bon, elle a une destinée a priori de princesse, et sauf qu'en fait, elle va, pendant je sais pas comment on peut dire, une espèce de dévotion sur le mont où ils font leur rite et leur dévotion, elle va rencontrer un esprit qui va lui dire que elle n'est pas destinée à épouser un latin, mais à épouser un troyen, et en l'occurrence Énée. Et donc, Énée, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ce qui est tout à fait possible parce que c'est pas le plus connu des héros troyens, il fait partie de la famille donc étendue de Priam et de donc d'Hector et tout ça. Il a épousé, oui ça doit être ça. Il a épousé une de ses petites filles, non? C'est pas ça? Bon bref, quelque chose comme ça. Priam, il avait genre 50 enfants. Alors. À la chute de Troie, du coup, une fois que les Grecs ont remporté, eh bien, Aîné s'est enfui avec son père sur son dos, son fils à la main et quelques Troyens et Troyennes qui bah, voilà, ont voulu fuir pour pas être massacrés. Et il est parti en errance, un petit peu comme Ulysse, pour trouver, selon une prophétie que lui avait entendue, en fait, un pays où il deviendrait roi. Et c'est là où leurs destins vont se rencontrer à Lavinia et Aîné. Voilà, je pense que c'est le résumé. Oui, bah puis c'est le résumé du truc, enfin de l'Énéide et en gros c'est ça, c'est une réinterprétation par Ursula Le Guin de l'Énéide de Virgile, c'est ce qu'elle dit un peu dans la postface finalement, C'est ça. En fait, par le biais du personnage de c'est Lavinia. ça qui est intéressant, c'est que donc l'esprit qu'elle rencontre, qui est donc Virgile, je pense qu'on peut le dire, hein, Bon, euh, ça intervient rapidement, en c'est le fait, deuxième chapitre je crois, hein, ou un truc comme ça, donc bah oui, parce que je crois que c'est le premier post-it bleu que j'ai mis, donc c'est à ça. Voilà. la couleur de Virgile. Donc l'esprit, c'est ça, l'esprit qu'elle rencontre, qui est donc Virgile, qui Virgile est date du deuxième siècle avant Jésus-Christ, donc 10 siècles après elle, la rencontre et lui dit qu'il réalise qu'il n'a pas parlé d'elle, il l'a juste évoqué en fait, parce qu'il dit, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, il dit dans une épopée, il peut pas y avoir deux histoires d'amour. Sinon, on Mm, n'a plus le temps pour les scènes de bagarre et de guerre. mm, mm, Et mm. comme il a évoqué la reine Didon, qui est une reine africaine avec qui Aîné a eu une relation pendant son exil, il a un peu zappé Lavinia et il se rend compte de son erreur. Et du coup, en fait, le parti d'Ursula Le Guin, c'est de reprendre ça, de reprendre la parole de Lavinia et de résumer avant l'Énéide et de refaire l'Énéide, mais comme tu disais, sous un angle totalement différent finalement, puisque on a enfin, on a un peu de guerre, mais c'est quand même moins une épopée, quoi. On est C'est moins pas les sur une mêmes. épopée. Et puis c'est vraiment à partir de la vie de Lavinia et de lui redonner corps, parce que ce qu'elle disait et ce que Virgile disait, et là où ils se rassemblent tous les deux, c'est que il y a ce côté, elle est que des mots et elle est peu de mots dans son récit à lui, donc lui donner un petit peu plus de matière et
de profondeur. et lui redonner la place qu'elle mérite d'avoir, parce que Mm. finalement, ce qui est dit aussi, si je me trompe pas, c'est que Aîné a énormément de place bah, dans l'Énéide, ce qui est logique, mais une fois qu'il arrive au Latium, en fait, il vit peu de temps Mm. au Latium. Oui. Alors que Elsie, et c'est elle qui va fonder tout le reste de la dynastie et Mm, tout le reste de la mm, suite de mm, l'histoire, donc ça avait du sens qu'elle ait peut-être plus la parole, vu qu'elle en a vu plus par la suite, quoi. Bah, c'est un peu le pivot, effectivement. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, entre Aîné et puis la dynastie ensuite d'Aîné. C'est Lavinia qui permet le raccord et le fait que ça se mêle aussi au Latium, etc. Donc, c'est le point pivot, je vais répéter. Mais sans ça, ça a pas de sens, en fait. Pour rester dans l'histoire de comment c'est écrit et tout, il y a dès le début et à la fin, d'ailleurs, ça s'ouvre et ça se conclut sur ça, si je dis pas de bêtises, un point fait sur le fait. On va y arriver. On a dit que c'était le Quelle, soir et qu'on était fatigué. oui. Quelle est en fait, comme il lui a donné très peu de place, mais qu'elle existe quand même, bah du coup, ça fait qu'elle a, dans le récit de Virgile, elle a pas de mort. Mm, Donc ça veut dire que elle est une voix immortelle à travers son propre récit et à travers l'Énéide, parce qu'elle n'a jamais de fin, en fait. mm, mm, Et c'est comme ça que c'est le choix de la narration d'Ursula Le Guin se fait sur cette idée-là. Et j'ai trouvé ça dire fou comme idée de narration. Ça veut dire que c'est pas la Lavinia qui vit des événements qu'il raconte, mm, mm, mais c'est pas non plus une Lavinia a posteriori, c'est une Lavinia esprit en fait. mm, mm. J'avais T'as jamais un vu une espèce narration comme t'as un espèce de enfin continuum qui persiste et qui. Mais c'était hyper beau. Moi, enfin, ça, c'est une image qui m'a beaucoup plu. Mais il y en a plein qui m'ont un petit peu transcendé dans le récit. Je trouvais que c'était hyper intelligent. Et celle-là, effectivement, et comme tu dis, ça fait une boucle parce que ça s'ouvre comme ça et ça se termine là-dessus. Et c'est pareil, ça se termine sur une image que je trouve trop cool. Et ouais, c'est pareil, c'était intéressant comme façon de voir les choses sur elle le a fait fait que bah, si la fin n'est pas écrite, la fin n'existe pas, en fait. c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que ça veut dire que la narratrice a l'expérience de ce qui a été vécu, mais en même temps, elle a une conscience d'elle-même et d'être dans un texte. Mm, 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 Je trouve ça incroyable comme, enfin, genre penser à ce genre de narration, je trouve ça fou, mm. tu vois. Genre, enfin, intellectuellement, l'autrice, moi, Bah, ça me bluffe, quoi. je t'avais dit que ça ressemblait un petit peu, dans cet aspect-là, elle l'a peut-être pas poussé tout à fait aussi loin, mais l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, elle reprenait un peu ce côté-là où Pénélope avait un petit peu la conscience d'elle-même et d'avoir été dans une histoire et de la façon dont on l'avait vue dans cette histoire. Après, il n'y a pas ce côté intemporel et immortel, mais il y a quand même cette espèce de recul et c'est vraiment un truc que je trouve hyper intéressant, surtout dans les mythes qui ont été mille fois mâchés, racontés, etc., où tu as vraiment matière à faire des trucs de ce type-là, quoi. Ouais, ouais. Bah, moi, c'est typiquement le genre de réécriture que c'est mes réécritures préférées, cette Mm, mm, réécriture-là. mm, Celles qui sont très, très respectueuses des textes antiques, de l'esprit, épopée de mm, l'esprit, parce que mm, finalement, les textes antiques, c'était que des épopées. T'avais pas ce genre d'écrit, ça n'existait pas. Donc, réussir à respecter l'esprit de l'épopée, mais en faisant autre chose de plus mm, moderne, enfin, moi, c'est ce que je préfère dans les réécritures, et c'est ce que Madeline Miller fait hyper bien, par mm, mm, exemple. mm, mm. Je lirai l'Odyssée de Pénélope parce que je pense que c'est dans le même état d'esprit. Moi, Mais j'adore ça, je trouve ouais, ça. ouais, ouais. Et j'étais. Alors, je pensais bien que c'était un bon texte et que j'allais aimer, mais j'étais vraiment très agréablement surprise que ça a réussi à me toucher à ce point-là, parce que je m'attendais à ce que peut-être si la narration était un petit peu trop lointaine, parce que des fois c'est un petit peu le cas dans les textes un petit peu anciens, et en fait je trouvais elle arrivait à bien doser ce côté épopée qui peut avoir un petit peu de distance parfois, mais où tu as quand même enfin, vraiment de l'attache au personnage et des points d'accroche qui t'émeuvent. Enfin, moi, il y a plein de moments où j'étais là par rapport à tout ce qui Ouais. se Surtout passait. moi, à Et la je fin, trouve surtout, que mais ouais. ouais, 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 il y avait plein de trucs. Et du coup, bah, ça arrive à te toucher avec un matériel de base qui est peut-être voilà, pas toujours hyper simple. Donc, non, c'est. En fait, c'est ça, c'est tout le génie de réussir à faire un texte qui a un côté très épique, mais Mm, comme tu dis, où t'es touché, et en même temps, t'as des descriptions lyriques, t'as à boire et à manger, quoi. mm, mm, Mais dans le bon sens du terme, c'est que t'as de tout, quoi. Je trouve que, enfin, c'est hyper bien écrit, ça, c'est une certitude. Je pense que, voilà, on est d'accord sur ça. Après, je sais pas si c'est hyper accessible en termes d'écriture. Je trouve qu'il y a quand même une complexité, plus dans la mm, narration. C'est pas dans les mots et dans le choix des mots, mais c'est dans la narration. mm, Et mm, il y a plein de choses qui sont suggérées. mm, Et si t'as peut-être pas un tout petit peu de connaissances culturelles autour de l'antique, tu vois, peut-être, ça peut être un petit peu, enfin voilà,
Ne serait-ce que Et sur peut-être les un petit rites et peu. sur tous les dieux qu'ils nomment, finalement, ils explicitent jamais vraiment ce que Mm, c'est Vesta, ce que c'est Mars, etc. Donc oui, si t'as pas de connaissances là-dessus, j'ai même, enfin effectivement, comme tu dis, moi il y a certains moments où j'étais un petit peu fatiguée, il y a des passages que j'ai relus quelques fois parce qu'il se passait pas mal de choses et mm. que fallait remettre un petit peu en ordre, surtout qu'en termes de chronologie, il y a plein de moments où il y a des choses qui se croisent. Alors moi, c'est des narrations que j'aime beaucoup parce que ça te permet de, toi, refaire le chemin dans ta tête et de reconstruire un petit peu tous les événements et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, c'est un peu plus exigeant en termes de lecture, quoi. C'est pas linéaire, et du coup, faut te dire, alors attends, ça c'était là, donc ça on est là, donc maintenant, ça fait une boucle, et puis en fait, maintenant on recontinue. Et ouais, des fois, faut se remettre un peu dans le truc. C'est plus accessible pour Madeleine Miller, par exemple, Oui. que ce texte-ci, quoi. Je suis d'accord. Donc, je le dis parce que je sais que, enfin, j'ai vu plein d'avis sur Madeleine Miller qui étaient passés de gens un peu déçus, mais je pense que c'est parce que les attentes se sont pas placées au bon niveau parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réécriture mythologique, mais très, très jeune adulte et très, très édulcoré, etc. Et que, voilà, je veux juste remettre ça bien. Là, on est vraiment sur la réécriture très, très proche, avec une volonté très, très proche de l'antique et un peu à la Madeleine Miller, mais un petit peu plus ardu quand même que Madeleine Miller, quoi. C'est ça, Madeleine Miller, c'est de l'adulte, et là, on est sur de l'adulte avec plus effectivement de lyrisme et d'épopée, de ce que tu disais, d'ancrage dans les textes existants. Madeleine Miller, elle s'inspire de plein de trucs, mais t'as pas, je trouve pas autant de marqueurs de ce que peut être le poème de Virgile ou le poème d'Homère, en l'occurrence pour l'Odyssée, etc. Là, t'avais vraiment des passages où t'avais l'impression de, et je pense que c'était voulu, hein, de lire le truc de base. Donc, Je pense que Madeleine Miller, elle a un côté, elle est prof, tu vois. Et je mm, pense qu'elle a un côté très didactique dans sa mm, manière d'écrire et de penser ses écrits pour que ce soit quand même plus accessible. Ursula Le Guin, alors j'ai rien lu d'autre, hein. J'ai essayé de commencer La main gauche de la nuit, et ça m'avait l'air de prime abord aussi complexe. Je pense que c'est sa manière d'écrire qui fait ça, tu mm, vois. Je pense qu'elle a une manière d'écrire qui est plus complexe et qui n'a pas de volonté d'être didactique, quoi. mm, C'est mm. donc Moi, bon, j'ai lu après, Terre-Mère c'est d'elle, pas inaccessible. qui était très bien, mais qui était effectivement parfois un petit peu complexe dans la narration et Mm. dans l'écriture. Après, c'était très chouette, mais ouais, ça demande d'être plus concentré que certains autres livres. J'ai mis des petits post-it. Oui, on les voit là. Oui, on les voit. Non. J'ai mis des petits post-it en fait par thématique parce que j'ai relevé des thématiques prédominantes quoi et je voulais un peu relever peut-être des trucs qui pourraient donner envie ou pas tu vois. Je veux dire. Ah, puis moi, Moi, enfin, ce c'est que j'ai typiquement relevé, le livre que j'aurais postité vas-y. si j'avais pu le postiter, donc vas-y. Alors la première thématique, celle qu'on voit direct, moi ce que j'ai relevé c'est la guerre, Qui est l'épopée de toute façon hein, ça fait partie. assez pour bien commencer. Ah, la guerre, franchement, il y avait trop de passages intéressants sur la guerre. Et pourtant, je suis pas très guerre. Enfin, c'est pas ce que je préfère. La politique, j'ai ah bah tiens politique, Ah bah c'est ça oui, que j'ai oui. pas relevé. Mais ça va avec la guerre, tu me diras. Oui, bah, Mais les deux étaient un peu liés souvent, effectivement. Il y avait un petit peu de politique en temps de paix, mais c'était pas le plus important. si le truc que j'ai relevé sur la guerre et que j'ai trouvé, enfin à plusieurs reprises, mais plus au début, que j'ai trouvé passionnant. Au début, quand elle est jeune, là tu vois, la première citation que j'ai relevée, c'est quand j'étais petite, je ne le connaissais pas assez bien pour le craindre. Mm. Et elle parle de Mars. C'est Elle a ça, c'est respecté leur juste là, ouais. séparation et lui, il l'a pas respecté. Ouais. Et en plus, la phrase, elle est trop bien, avec les virgules, elle est Oui, parfaite, cette phrase. elle est probablement mieux dit que ce que je viens de dire. C'est juste au-dessus, hein, juste ce que j'ai relevé. Hein, c'est mais moi, j'ai respecté cette séparation, point, pas lui, point. C'est son petit C'était bâtard. génial. Et du coup, non, mais ça aussi, c'est hyper intéressant. La différence de Mars dans la culture La culture latine et la culture. italienne, enfin, non, pas italienne du coup, latine, voilà. Mais latine plus récente comme nous, ce qu'on en sait, c'est-à-dire où on a assimilé les dieux grecs et romains, en fait, hein, concrètement, et le Mars de X siècles avant ça. Ça, c'était hyper intéressant aussi. Où il y avait plus un aspect Et ouais, donc, protecteur de la famille et un peu. Ouais, il y avait un certain côté un peu domestique finalement. il me semble que, mais de toute façon, même par la suite, hein, même au temps de César et tout, en fait, les Romains, ils c'était pas des guerriers de métier. C'était des fermiers qui, une partie de l'année, étaient. Et c'est là que c'était intéressant l'histoire de Mars, parce que Mars, c'était le dieu des guerriers et le dieu, elle le dit, hein, le dieu des paysans et le dieu des guerriers, en fait. Ouais. Chez les Latins, en fait, être paysan et être guerrier, enfin, C'est la même chose. tous les paysans sont guerriers, quoi. Mm. Et tous les guerriers sont paysans. Et c'est pour ça qu'il y a des trêves, etc. Parce qu'il y a un moment où il faut rentrer labourer Bah, il y a et plein de s'occuper, moments où enfin ils voilà, le faire disent vivre. ça et c'était genre ils sont revenus pour semer en avril et je sais pas quoi. Enfin, c'était très rythmé par ça et par les travaux au champ qu'il fallait pas perdre parce que sinon tu bouffais pas l'année d'après, etc. C'était hyper chouette parce que c'était. J'ai lu il y a très très longtemps l'Iliade, donc je me rappelle plus très très bien. Puis de toute façon, c'est un peu particulier, mais tu vois, dans le chant d'Achille, quand tu vois la guerre,
c'est dans la démesure, c'est limite plus de la guerre comme nous on connaît, enfin je veux dire moderne, où ça s'arrête pas, ou voilà. Alors que là, c'est vraiment dans l'esprit à l'ancienne des guerres, tu vois, où genre, bah ok, on fait la guerre, mais il y a un moment où bah, il faut vivre en fait. Et genre, bah, voilà, c'est ce que tu disais, genre, il faut rentrer pour labourer, il faut rentrer pour semer. L'hiver, on peut pas faire la guerre parce que bah, voilà, ça n'a pas de sens, il fait froid, enfin voilà, tu vois. Et c'était aussi un aspect qui était, je trouvais hyper intéressant ça. Et oui, et du coup, ce que je voulais dire, que j'avais adoré sur le début, c'est que elle dit, nous les enfants et les femmes, on profite de la paix, on aime la paix et on en profite, et alors que les hommes, tout ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir refaire la guerre. Je sais pas si tu te rappelles de ce passage-là. Ouais, si, si. Ce qui est effectivement vrai la plupart du temps. Après, c'est aussi la différence qu'il faisait entre certains hommes, et c'est pour ça que moi j'ai autant apprécié le personnage d'Aîné, c'est que il disait que c'était un guerrier, mais qui essayait de maintenir la paix au maximum, et qu'il n'excellait pas en temps de guerre non plus, à la différence de son fils. Justement, là où c'était appuyé, c'était l'écart entre les jeunes et les vieux. Mm. Genre que les jeunes attendent que ça d'aller faire la guerre Ouais. et du coup Aîné occupe les jeunes. Quand c'est la paix et que lui veut maintenir la paix, il occupe les jeunes, tu te souviens, il leur fait faire plein de trucs, de Oui, un peu fêtes et de genre des machin et tout. Olympiades, moi ça m'a fait penser à ça, ou comme il faisait au début C'est des Jeux ça, ouais. Olympiques chez les Grecs pour le coup, mais. Pour les occuper et qui ne Mm. cherchent pas querelle. Et puis qui finalement Alors que ça les permet de vieux les qui former ont un petit peu si guerre il y a un moment donné. et du coup que les vieux bah eux ils apprécient ils ont vécu la guerre et ils apprécient d'autant plus les moments de paix. Ça dépend qui les gouverne, encore une fois, et c'est ça qui était intéressant aussi, c'est qu'on voyait bien la différence de gouvernance et de l'impact que ça pouvait avoir sur ces divergences-là. C'est ce que tu disais, ça se mêlait quand même pas mal à la politique, que ce soit la politique étrangère avec les autres peuples et les alliances qui se nouent, qui se dénouent en fonction de qui est au pouvoir, etc. Et puis de la politique intrinsèque, Mm. intra-groupe, parce qu'il faut aussi composer avec les égos de chacun à l'intérieur du groupe également, et que c'est pas toujours simple non plus. Ah si, la remarque très intelligente qui nous amène à autre chose que la guerre, mais plutôt par rapport à la culture, où elle disait, quand Virgile lui dit, le mari d'Hélène C'est Ménélas. va la chercher parce qu'elle est partie avec un autre homme, et qu'elle dit, mais pourquoi faire? Et pourquoi ils font la guerre pour ça? Mais pourquoi ils n'ont pas divorcé? Genre, elle dit un truc du genre, l'honneur, ça aurait été de divorcer, de trouver une autre femme. Mm. Et ça, c'était Génial. aussi un des trucs hyper intéressants en termes Mm. de culture qui Bah, était c'est ce qu'on incroyable. disait Enfin, moi, sur la place des femmes en latin, latinus, machin, et en grec. C'est pas du tout. Enfin, quand elle disait que chez elle, on la laissait prendre une place dans certains débats et à table, etc., alors que chez les Grecs, c'était pas question, et c'était mal vu, etc. C'est quand même. j'ai l'impression qu'il y a une espèce de croyance populaire qui veut que on s'imagine que la Grèce, c'était un peu progressiste et tout par rapport aux C'était femmes, ou moderne. je sais pas. Ouais. C'était Alors que moderne pour d'autres choses, mais ouais. Ou alors est-ce que c'est parce que comme il y a certaines déesses qui sont un petit peu plus fortes, ils je s'imaginent pense que que du c'est ça. coup, on voyait les femmes comme fortes aussi, etc. Je sais pas. Je pense que c'est ça parce que la Grèce, d'un point de vue purement culturel, si tu élimines tout ce qui est dieu, déesse et compagnie, les femmes, elles vivaient cloîtrées dans un gynécée, Mm, elles mm, devaient sortir totalement voilées parce que c'était indécent de se montrer, en tout cas pas quand tu étais une femme bien. On s'imagine que c'est pas si misogyne que ça pour les déesses, comme tu dis, et pour typiquement, Hélène, tu mm. vois, Oui. Parce qu'on se dit qu'elle a qui eu est, la liberté d'eux et du coup, probablement les autres aussi. Sauf que je pense que c'était plutôt une exception qu'autre chose. les Grecs, les Troyens et tout, ils sont hyper sexistes en fait. Mm, 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 Pas aîné, qui, elle le dit, se fait très vite à la culture dans laquelle il arrive et voilà. Mais les autres, ils sont pas du tout d'accord pour que Lavinia assiste au mm, mm, conseil, qu'elle parle, qu'elle existe, qu'elle sorte de chez mm. elle, Qu'elle a une opinion. qu'elle fasse autre chose que faire des enfants. Il y avait plein de points de culture comme ça qui étaient fous, genre même par rapport aux dieux, j'ai adoré. Oui. Bah, ce qu'on disait sur Mars, etc. Oui, et puis sur les façons dont ils les honoraient aussi, sur quand ils font le rituel où ils se rassemblent, tu sais, un petit peu au départ, euh, au moment où la guerre est en train de plus ou moins trouver un terrain d'entente, et qu'ils se rassemblent tous au milieu du truc. Le père de Lavinia fait son rituel, Aîné fait son rituel de l'autre côté. Il y a des similitudes, mais il y a des choses qui diffèrent un petit peu. C'était chouette aussi de voir ça. Oui, en plus c'était hyper détaillé quoi, avec Mm. couper la petite touffe de poils de je sais pas quoi et tout là. L'animal de la bonne couleur et
type d'animal pour tel truc et machin. Et... Non, c'était hyper intéressant ça. Sur D'ailleurs, les rituels et tout, c'était hyper développé. Que ce soit sur les rituels qu'ils faisaient pour des trucs un petit peu spéciaux comme ça, ou comme pour les morts, ou pour les oracles, etc., ou les trucs de la vie quotidienne, c'était hyper. le mariage, c'était drôle. Enfin, Mm. c'était... Oui, Ça rappelait des choses qu'on connaît, mais c'est différent en même temps, quoi. ouais, c'est ça, tu vois qu'il y a certaines choses qui sont restées, mais comment ça a évolué et tout. Et moi, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Je m'attendais à une cérémonie Une vraiment. cérémonie, oui, c'est ça. Genre, Et c'était drôle, c'était chouette. ouais, c'était hyper intéressant, ça aussi, Ouais. ça. Après, il faut quand même mesurer, regarder, hein. On voit bien que même dans les peuples latins qui mangent avec les femmes, qui les excluent Mm. pas totalement de la vie, tu vois bien le conseiller de son père qui clairement, tu vois, ce passage où il dit que les femmes sont comme des chiens et qu'elles doivent... comment il dit? Ah, cette phrase, elle était... Attends, je crois que je l'ai notée tellement ça m'a... Que, en gros, il a peur de la mère de Lavinia parce qu'elle est forte, c'est une femme forte, quoi. Mm. Alors que Lavinia, jusque-là, elle était plutôt effacée. Et en fait, quand Lavinia elle commence à répondre, donc il dit pour lui, les femmes, c'est des chiens qui doivent obéir et machin. Et quand elle commence à passer ses fers, la citation, c'est: Il avait beau caresser le chien refusait d'agiter la queue. Oui, j'ai relevé ça aussi, j'ai trouvé ça génial. Bah, ça montre bien aussi la personnalité de Lavinia et tout, c'était chouette. Mais oui, 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 et puis, il y a des hommes plus progressistes que d'autres, mais globalement, ils sont pas non plus. non, j'ai adoré comment Lavinia, elle remettait très gentiment les Troyens à leur place Mm, mm, mm. quand ils voulaient qu'elle aille manger ailleurs qu'à table avec eux. Bah, Ça, puis ça, j'aime ça bien ça. montrait bien aussi sa relation avec son père et après sa relation avec Aîné, mais ça, je crois que ça montrait la place qu'il voulait bien lui accorder, du coup, parce que dans cette société-là, c'était quand même là-dessus, mais qu'elle demandait à ce qu'on lui accorde et du coup, le respect qui existait entre deux, du coup, avec son père et avec Aîné. D'ailleurs, Aîné, qui, pour un héros grec, ça change, hein. On est habitué aux héros grecs. Moi, dans le vlog tout à l'heure, j'ai dit que d'habitude, les héros grecs, c'était des gros guerriers et que souvent, c'était pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Oui, c'est exactement ça. Non, on n'est pas sûr, Et Aîné, effectivement, justement. il est intelligent, il est intéressant et ça fait du bien. Ouais. Mais il est capable d'évoluer, il est capable de Mm, réfléchir. En fait, c'est ça, je pense. La grosse différence entre tout ce qui est épopée grecque et ce type de texte, c'est que tout ce qui est épopée grecque, la finalité de tout ça, c'est de rester dans les mémoires et de mm, mourir en héros. mm, 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 Même pour Ulysse, en fait, bah, quand tu lis un peu Malinilor, enfin, elle le met un peu en avant, et c'est vrai que c'est pas assez mis en avant dans l'Iliade, mais c'est la mentalité de l'époque dans tous les mm, cas. mm, mm. C'est que même Ulysse, qui a l'air d'être quelqu'un d'hyper gentil, amoureux de sa femme, tout ça, sa motivation dans la vie, ça reste avant tout d'être d'incarner le héros et le roi qu'il est censé être. Et Aîné, ici, c'est pas le cas. Ou alors ça l'a été quand il était plus jeune, et ça lui est passé, et c'est plus le cas, quoi. Mm, Là, mm. sa seule motivation, c'est de fonder une famille, enfin, de suivre la prophétie qui est tu seras roi sur une nouvelle terre, tu auras une famille, et de gouverner le mieux possible et d'éviter les conflits. Mm, mm, mm. Ouais, ça, effectivement, je pense que c'est d'une part la place de l'expérience et du fait que bah, il a voilà, vécu sa vie de guerrier un petit peu et ce truc de célébrité à ce niveau-là. Après, est-ce qu'il n'y a pas du coup une place de l'oracle et du fait que bah, si on lui a prédit qu'il allait se poser et devenir roi, machin, il s'est pas dit aussi que ça le coup, je sais pas, mais du coup, c'était un personnage intéressant. Et c'est pareil, la place des oracles, des prophéties, des divinations diverses et variées, et de la façon dont ça influe sur la vie des gens et sur les évolutions de plein de trucs, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi, surtout à la fin où on voit comment tu peux utiliser le truc par rapport à Lavinia et par rapport à la situation dans laquelle elle est et ce qui finit par détricoter le truc. C'était c'était bien vu, je trouve. Le respect qu'ont les gens de la parole Mm, mm, divine, mm. alors qu'il n'y a pas de preuve, enfin, tu vois, il n'y a Mm, pas mm, vraiment de mm, preuve, mm, mm. quoi. C'est ça. Ça, c'était c'est vrai que c'était hyper intéressant. Bon, enfin, après, ceci dit, quand il y a eu parole divine la première fois, ils n'étaient pas chaud respectés quand même, hein. Ça dépend de la façon dont c'est amené et de qui l'a entendu au départ, quoi. Et qui va le rapporter aussi. Oui, et puis qui en face écoute, quoi, parce que Mm, mm. effectivement, bref, et ça nous en fait venir à sa mère, qui est un sujet Un sujet pépite. d'étude. Ah, oh, c'était particulier, hein. Moi, le passage là où ils sont dans la colline là, avec toutes les nanas et l'espèce de Le bacchanal, bacchanal, ouais. ouais, c'était affreux, le Ah, malaise. c'était J'étais glauque. là, oh là 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 là, mais quelle horreur. Moi, j'étais hyper admirative de Lavinia qui restait calme, hein. Ah ouais, ouais, tu te dis, mais quel enfer. Enfin, ouais, non, pour le coup, alors,
l'ambiance de ce passage-là, elle était formidablement affreuse parce que vraiment, enfin, tu t'y croyais. Moi, j'étais mal à l'aise pour elle alors que. Ouais, c'était vraiment bizarre. Mais de toute façon, la mère était un peu bizarre de bout en bout, hein, parce qu'elle est Déjà, maltraitante quand elle est petite. ouais, c'est ça. Quand tu Puis commences et que après, tu vois la relation, tu fais ça va pas être ouais, fun ça. qu'elle ait un peu perdu les pédales suite à la perte de ses fils et tout, ça se comprend, tu vois, il y a pas de... Mais quand le prétendant entre en ligne de machin, le rapport qu'elle a avec lui, c'est très très gênant. Ouais. D'ailleurs, Lavinia est gênée, elle est mal à Mm. l'aise. Et on dirait qu'il n'y a que elle qui le voit, quoi. Bah, je pense que son père est un peu. Bon, le père, à la limite, Il me fait confiance. il Mais est moi, amoureux. elle m'a fait penser Bon. à Phèdre, hein. Enfin, vraiment dans ce côté-là, c'était. Et du coup, effectivement, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que elle s'entend pas avec sa mère. Bon, elle respecte sa mère, hein, ceci dit. Mm. Elle respecte sa mère, mais elle s'entend pas avec elle. Elles ont rien en commun au final. Mm, Enfin, je veux dire, mm, voilà, sa mère s'occupe quasiment pas d'elle. Quand elle est un peu plus grande, un peu plus, c'est parce qu'elle est plus grande et que voilà, mais la mère veut faire des choix pour elle. Enfin voilà, c'est vraiment trop bizarre. Et en même temps, à la fin, quand elle va s'isoler là, et qu'elle demande à Maruna, donc Maruna qui était son esclave, mais en tout cas avec qui elle est amie, et elle lui dit, est-ce que je ressemble à ma mère? Et mm. Maruna lui dit oui enfin, je sais Sur plus comment plein elle dit d'aspects. ça, mais oui, elle lui dit oui sur plein d'aspects. Il y a quand même un rapport, tu vois, Mm, mm, c'était mm, hyper intéressant, le regard qu'elle avait sur sa mère et le regard qu'elle a sur elle en tant que mère mm, 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 mm. et avec le recul et Oui, parce que finalement, on pourrait se dire que la façon qu'elle a eu de prendre Sylvius avec elle, c'était un peu la façon que sa mère a eu de la prendre avec elle à une période où toutes les deux, elles acceptaient pas ce qui était en train de se passer. On n'est pas sur le même truc, mais il y a peut-être un petit peu de ça. Peut-être que c'est pour ça que elle faisait le parallèle, je sais pas. Mais oui, oui, c'est. En tout cas, c'était intéressant. surtout qu'il n'y a pas d'autres exemples maternels, mais en même temps, tu sens que c'est hyper important dans la culture, Mm, mm, le rôle de mère, parce qu'il y a des rites spécifiques que seules mm, les femmes de la famille font mm, et qui ne peuvent pas se faire sans elles. mm, 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 Et il y a vraiment une place de la mère qui est hyper importante. Et d'ailleurs, quand elle supplie son beau-fils, donc le fils d'aîné, voilà, elle le supplie à genoux et tout, ce qui est bien dit, c'est que tout le monde est horrifié mm, qu'une mère soit à genoux et pour supplier, mm, mm, que mm, mm. c'est inconvenant, mais c'est pas inconvenant qu'elle le fasse, c'est inconvenant que son beau-fils la laisse à genoux Qu'il pour l'ait le... poussé à faire ça, Voilà, finalement. c'est ça. Et il y a enfin, il y a vraiment quelque chose de très important autour de la mère et du respect et du rôle de la mère dans la culture et qui au début est pas aussi évident, tu vois. Quand c'est Amata qui est bah, la mère, du coup, c'est pas aussi. Mais parce qu'elle a une place qui est pas aussi importante que celle de Lavinia plus tard. Lavinia, en tant que figure maternelle et reine-mère, à la fin, j'ai l'impression de plus de pouvoir que Amata, finalement, n'en a eu du temps des parents au départ. Elle est beaucoup plus effacée, elle a beaucoup moins de place dans les décisions. Après, j'ai l'impression aussi que Amata, ça l'intéresse. Enfin, ça l'intéressait pas. Mm, Elle a essayé, après la perte de ses fils, elle a coupé tout contact avec son mm, mari mm, mm, et elle ne voulait pas. Et en fait, tout ce qui l'intéressait, c'était marier de sa fille avec l'homme qu'elle aurait aimé épouser, elle, jeune, un homme mm. bizarre. C'est hyper glauque, c'est Ouais, ouais, gênant. ouais. Mais sinon, elle n'est pas du tout impliquée. Enfin, elle vit dans l'avant disparition de ses fils et Oui. Elle reste enfermée dans son truc et c'est vrai que le monde extérieur, finalement, ce qui est bien, bien triste. mm, Amata, c'est un personnage tragique par excellence, hein. mm. Bah, puis C'est sa vraiment, fin, enfin, c'est vraiment de bout en bout. ouais, c'est Pour ça, vraiment je te le dis, moi, personnage. ça m'a vraiment fait penser à Phèdre, de la façon dont elle était traitée, sur son évolution, sur la représentation que tu avais d'elle. J'avais vraiment l'impression de voir. Le personnage stéréotypé Mm, de la tragédie. Et comme tu disais, le rapport, le parallèle entre mm, les deux morts mm, mm, et leur relation impossible et tragique. mm, Voilà, c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'on peut faire en tragédie grecque, même si on n'est pas en Grèce, mais bon, tragédie antique, on va dire. Non, mais c'est d'autant plus tragique que elle dit dans le livre qu'elle ne mourra jamais. Enfin, je veux dire, mm. elle est Oui, prisonnière de son du histoire. souvenir. Et, et du coup, qu'elle a aucune, enfin, en tout cas, la elle consciente qui raconte l'histoire n'a aucun moyen de se dire qu'elle pourra retrouver son père, son mari, elle voulait discuter avec Oui, Didon, il y a avec, un moment où elle le dit d'ailleurs, ça, qu'elle les verra jamais dans. Alors, je sais plus comment. C'est l'Hadès en Grèce, mais c'est pas comme ça qu'ils le disent en latin, là. Mais que du coup, elle les verra je jamais sais dans plus. l'au-delà, finalement. Et c'est affreux.
Parce que Non, mais c'est un peu l'espoir qu'ils ont tous finalement à leur mort, et même ça, c'est... c'est une espèce de mémoire bloquée. Voilà. Bref, c'était triste cette fin. Hmm. De toute façon, tout ce qui est antique, ça finit toujours mal. Oui, c'est pas hyper joyeux, hyper joyeux. Après, la fin était enfin la fin, pas la fin de Lavinia, mais la fin du récit était satisfaisante en soi. Sa fin, elle, est extrêmement triste, mais t'as quand même un petit côté, voilà. Tu dis, bon, ça finit pas trop mal à certains côtés. Non, mais c'est vrai que c'est hyper prenant. Ouais, ça monte en puissance sur la J'étais fin. Moi, trop triste pour elle. j'étais là, j'avais tous les feelings qui rentraient, j'étais là. Ouais, non, Il se passe plein de trucs. En tout cas, c'était trop chouette. C'était vraiment une très bonne LC, déjà. Mm. Et c'est rigolo d'en discuter de vive voix Ouais, c'est chouette, après. ça change. Et puis surtout, enfin là, du coup, on l'a fait dès la fin du bouquin, donc t'as encore tous les trucs un petit peu à relâcher, surtout là, vu la fin. Donc non, c'est cool, c'est une nouvelle expérience à refaire. Bientôt, on va faire les LC en live. Live. On va lire en live et on va commenter en live. Écoute, on peut, On hein, va de toute passer façon, un... on n'est pas si loin finalement. Mais Non. je pense qu'il faudra trouver autre chose que Zoom parce que sinon ça va être très chiant. Donc c'était une très bonne lecture et une très très bonne lecture commune. Et Oui, ouais, globalement, c'est de la très très bonne réécriture moderne d'antiquité gréco-romaine. tout ce qu'on aime en fait. Hein. Je veux dire, à ce niveau-là, Et puis c'est les thèmes qu'on a relevés, je pense que pour toutes les deux, c'est des thèmes qui nous parlent bien et qui nous bottent bien globalement. c'est riche quoi. Je veux dire, c'est pas. Tu vois, enfin, il y a des lectures qu'on fait qui sont chouettes, hein, mais où on va pas relever. Enfin, c'est chouette parce que l'ambiance est chouette et parce que Mm, ça se lit mm, bien, mm. mais voilà. Mais là, Là, on on a est quand relevé même plein sur de un truc hyper trucs. riche. Enfin, Et puis sur le style d'écriture, rien que ça, il y a énormément, énormément de trucs à dire. Enfin, on a relevé toutes les deux plein de phrases qui nous ont marqué et dont on se souviendra. c'était un très chouette cadeau. Trop cool. Oh là, il y a tout qui tombe. Et c'est la fin là. Même le trépied en l'âme. Bon, en tout cas, ce sera à refaire, à Oui, réexpérimenter tout à fait. à loisir. Hein. Je vous reprends pour la conclusion de ce vlog dans un cadre un petit peu inhabituel, mais on est jeudi soir à 23h, donc vous m'excuserez. Avec Lucie, du coup, on vient de s'appeler en Zoom pour se faire notre petit débrief post-lecture commune. C'est la première fois qu'on essaie de faire ça et du coup, normalement, je vous ai inclus certains plans. Je sais pas trop encore comment je vais me goupiller sur le montage, mais dans les plans que vous venez juste de voir normalement. Et c'était hyper cool de discuter de tout ça à chaud et un petit peu en live. D'habitude on fait ça par message, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et là ça avait vraiment une autre saveur. Donc j'espère que ça vous a plu aussi de nous accompagner, d'être immergés avec nous dans cette lecture commune. Nous on a vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir ce livre, d'une part qui, je le répète, mais était vraiment excellent. Et si vous aimez les réécritures antiques, si vous aimez les points de vue où les personnages féminins prennent un petit peu plus de place et où on va discuter de pas mal de thèmes différents et intéressants qu'on a abordés du coup un petit peu précédemment. Je ne peux que vous le recommander extrêmement chaudement. Je remercie encore les éditions La Tarente pour l'envoi du service presse numérique et de m'avoir fait confiance pour celui-ci. Vraiment, je suis absolument ravie d'avoir pu découvrir ce livre et je pense très sincèrement me le procurer en version papier tellement j'ai adoré cette lecture et que je pense que je le relirai avec grand plaisir dans quelques temps. Et voilà, c'est un livre que, encore une fois, je ne peux que vous recommander. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce nouveau concept de lecture commune immersive vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si le livre vous tente, si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, etc. Si vous avez d'autres titres que vous voulez qu'on lise sous ce format-là, parce que on a plein de lectures communes prévues, donc ça peut être un de ceux-là ou un autre, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous les échanges qu'on peut avoir, c'est toujours un plaisir. Merci pour tous vos abonnements qui sont toujours de plus en plus nombreux et de me soutenir et de l'enthousiasme que vous manifestez sur cette chaîne. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine!